Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. La réforme fiscale, toujours en débat, c'est un dossier qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, mais où en sont les discussions entre les partenaires? Quelles sont les avancées ou les points de blocage, les réflexions des uns et des autres? Et quel est le calendrier envisagé? C'est ce dont nous allons parler dans notre émission avec les 5 invités qui sont avec nous. Jean-Raymond Postic, membre du cabinet de Gilbert Thuénon et qui suit ce dossier particulièrement. Milo Poignéois, le secrétaire général de l'USWINC. Christophe Coulson, le président de l'UTCF-CGC. Mime Sidellet, la présidente du MEDEF, et Baptiste Faure, le secrétaire général de la CPME. Bonjour à tous les 5. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors évidemment, on ne va pas reprendre tous les points qui ont déjà été évoqués sur cette réforme de la fiscalité, loi de programmation fiscale, comme on l'appelle plus justement. Juste un mot, aujourd'hui, Jean-Raymond Postic, après des débuts hésitants et des tâtonnements, vous avez trouvé la méthode de travail ? Oui, je crois qu'au départ, il y a eu peut-être un défaut de communication. Le souhait de Gilbert Thuénon, chargé de la fiscalité, c'était d'abord de donner au Congrès de la Nouvelle-Calédonie en tout cas, des perspectives. En tout cas, de dire au Congrès, aux élus du Congrès, de quelle façon on allait aborder l'épineux dossier de la fiscalité. Ça faisait écho à des critiques qu'on entendait très souvent, c'est qu'à chaque fois qu'on arrivait avec une mesure, les élus rouspétaient et disaient « mais vous ne donnez pas une vision d'ensemble ». Voilà, donc c'était ça le but. Ça n'était pas la réforme en soi, mais en tout cas, dire au Congrès, voilà, on a identifié tout un ensemble de pistes et c'est là qu'on doit aller. Enfin, on doit aller pour travailler, en tout cas. On a échangé ensuite, on a entendu les réactions des partenaires sociaux qui sont bien entendu intéressés par le sujet. Et je crois que les choses se sont assez bien enclenchées, c'est-à-dire que pour rendre à César ce qui est à César, ils ont pris l'initiative de produire un accord de méthode qu'ils sont venus ensuite présenter à Gilbert, et à partir de là, on a mis en place effectivement une structure de concertation qu'on a intitulé le comité de suivi pour la réforme fiscale, et depuis un certain temps, on travaille plutôt intensément là-dedans. Alors c'est une réforme avec de très nombreux points, on va évidemment pas tous les évoquer dans cette émission, on va parler essentiellement de la TGC, de la taxe à la consommation, de la taxe comportementale, on parlera aussi de la CCS, mais un mot quand même sur la portée de l'ensemble de ces mesures. On sait qu'il y a un rapport qui a été publié, on ne va pas revenir. Il faut savoir si ce rapport a été bien distribué, pas distribué, caché, pas caché, etc. Les partenaires sociaux l'ont eu. Ils jugent finalement la globalité de ce que le gouvernement essaye de mettre en place. Et ce rapport, est-ce que ça vous a éclairé les uns et les autres, ou est-ce que ça vous a conforté dans les positions que vous aviez par rapport à cette réforme engagée? Milo Poignéois. J'ai pas tout regardé le document, mais au moins il y a quand même des chiffres qu'on demandait depuis un moment sur les impacts. Il n'y a pas tout, mais ça permet d'un premier travail pour pouvoir lancer les discussions dans chacune des groupes thématiques qui sont abordés. Donc oui, on a eu besoin de ce document. Baptiste Faure, on va faire un tour de table sur ce rapport. Est-ce qu'il apporte au débat finalement ? Ah oui, c'est un rapport qui est extrêmement intéressant, qui va nous permettre d'enrichir nos discussions, d'enrichir aussi notre vision globale qu'on a de la réforme, puisque l'idée, c'est pas de prendre les mesures individuellement, mais bien de prendre l'intégralité de la réforme dans sa globalité, dans ses effets généraux. Et donc, c'est un rapport qui vient enrichir la discussion, qui indique bien quels sont les impacts potentiels sur la valeur ajoutée, sur l'activité, sur la consommation. Et ça va pouvoir nous permettre de servir de base à la réflexion qu'on doit mener dans le cadre du comité de suivi sur les meilleures mesures et les meilleurs ajustements pour trouver les recettes nécessaires à la Nouvelle-Calédonie sans pour autant tuer la nécessaire relance de l'économie qui elle-même pourra amener des recettes supplémentaires. Christophe Coulson. Oui, effectivement, ce rapport est très intéressant. Il nous apporte un nombre impressionnant de données que nous n'avons pas. Cependant, lorsqu'on le prend à la première lecture, moi, il me fait peur. Il me fait peur parce que il peut nous emmener dans le mur si on prend l'intégralité des pistes qui ont été identifiées à l'intérieur de ce rapport, et ça a été soulevé d'ailleurs par Olivier Sudry, et il peut avoir des répercussions néfastes sur l'emploi. Ça, c'est la première chose. Mais après, il me fait peur également parce que on a l'impression que c'est un catalogue de mesures qui nous est présenté,
et qu'on va toutes les prendre sans avoir pris la précaution de connaître les besoins de la Nouvelle-Calédonie. Et depuis le début, je le dis, moi, ça me dérange fortement de travailler sur des pistes de réforme sans connaître le besoin réel que la Nouvelle-Calédonie a. Alors, certes, on connaît les besoins du RUAM, 14 milliards de déficit. On connaît le rendement qui n'a pas été atteint par la TGC et où il manque 8 milliards. Mais après, qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller et de combien on a besoin? Donc moi, j'aimerais, à un moment donné, connaître effectivement ces besoins parce que l'essentiel des mesures qui sont identifiées va venir toucher le pouvoir d'achat des gens, des Calédoniens. Et ça, voilà, ça me fait un peu peur quand même. Même si des... Oui, on partage le fait que ce rapport dit de façon très nette que si on est dans une logique pure de rendement fiscal, eh bien, on va détruire de la valeur ajoutée, on va détruire de l'emploi, on va détruire de la consommation et au final, on va, je vais prendre l'expression consacrée, trop d'impôts tue l'impôt. Donc nous, et on le pressent depuis le début, il est important, si on imagine aller plus loin sur la taxation de la consommation, ce qui est une des pierres angulaires de la réforme qui nous est proposée, il faut absolument trouver des solutions pour redynamiser le pouvoir d'achat des Calédoniens et notamment des classes moyennes et des plus démunis, parce que sinon, eh bien, tout simplement, c'est la consommation qui va s'effondrer et ça va entraîner des conséquences, là aussi, multiples en cascade, sur nos comptes sociaux, sur l'emploi. Donc, oui, ce que dit ce rapport très clairement, c'est qu'il faut absolument que nous mettions en commun nos idées pour travailler sur la relance et travailler sur le pouvoir d'achat, notamment dans un contexte exceptionnel d'inflation. On n'en parle pas pour l'instant, mais on est sur une année totalement exceptionnelle du point de vue de la tension sur les prix. Alors ce rapport, Jean-Raymond Postic, il permet finalement de juger les impacts au niveau global de cette loi de programmation fiscale qui est en discussion. Est-ce que du coup ça vous incite à proposer et à discuter avec les partenaires sociaux de bouger un certain nombre de curseurs sur un certain nombre de volets ? Oui, il a justement été commandé pour ça. On a au départ effectivement une liste de mesures envisageables de taxes et d'impôts à faire bouger. Il nous fallait au départ savoir si on allait au plafond, on va dire, justement, du rendement recherché, c'est-à-dire les 90 milliards qui sont identifiés. Qu'est-ce que ça aurait comme effet pour chacune en particulier, chacune des mesures? 90 milliards qui sont identifiés pour aller les chercher, on est d'accord. Voilà, mais parce qu'il n'y en a que 22 qui sont identifiés, les 14 du RUAM et les 8 de la TGC. En fait, voilà, précisément, les choses se sont passées comme ça. La direction des services fiscaux nous a dit, voilà, potentiellement, la boîte à outils fiscale disponible. Et donc à partir de là, Gilbert Thuénon a dit mais il faut quand même regarder de quelle façon ça peut impacter justement tout ce qui a été évoqué, le pouvoir d'achat, les différentes catégories de contribuables, les différents acteurs économiques, etc. Et donc effectivement ça a donné des résultats qui pour nous, et je partage tout à fait ce qui a été dit, constituaient des éléments d'alerte. Et c'est à partir de là, effectivement, et dans le cadre des discussions du comité de suivi, que l'on se doit justement de proportionner, de choisir les différents paramètres, c'est-à-dire les taux, l'assiette, etc., de chaque impôt et taxe, pour éviter justement d'arriver à ces effets pervers. Donc c'était au départ un document d'orientation, et puis désormais, en fait, le vrai impact, il faudra le mesurer lorsque, dans nos discussions, nous serons parvenus à nous mettre d'accord justement sur les contours de chaque impôt et taxe à faire bouger. Oui, alors le vrai impact sera effectivement, résultera de l'ensemble des mesures qui seront prises, mais ces mesures vont être aussi étudiées et avalisées les unes après les autres. J'imagine que vous n'allez pas mettre tout sur la table au même moment, donc forcément les choix qui seront faits par exemple pour la TGC impacteront d'autres secteurs, donc c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Oui, alors c'est effectivement, il y aura ce travail, je dirais, par texte qui sera fait. Et ça, c'est la fiche d'impact qui sera partagée bien sûr dans notre comité de suivi et puis qui est présentée aux élus du Congrès. Et effectivement, il faut aussi se poser la question pour voir de quelle manière, de manière transversale, je dirais, et concomitante, tous ces textes-là agissent sur la consommation, l'épargne, la production, etc. Bien sûr. Baptiste Faure. Oui, ce qu'on a retenu particulièrement de ce rapport à la CPME, c'est que pour contrer les effets pervers dont Jean-Raymond a parlé, des recettes supplémentaires, il faut nécessairement
qu'en parallèle et concomitamment, il y ait un plan de relance, un plan de dépenses publiques, d'investissement, de soutien à l'économie, pour pouvoir effectivement contrer ces effets pervers, voire même créer des effets bénéfiques. Que sur les 90 milliards éventuels de recettes plafond supplémentaires, il faudrait réinvestir 47 milliards pour avoir un effet neutre en termes de consommation et de valeur ajoutée, un effet neutre. Donc tout le message aussi qu'on essaye de faire valoir et de porter auprès du gouvernement, c'est que nécessairement, il nous faut effectivement un plan de relance, un plan qui permettra de développer l'économie, puisque la problématique rencontrée aujourd'hui par la Nouvelle-Calédonie, c'est une baisse des recettes, mais qui est liée à une baisse de l'activité. C'est très clairement affiché dans les documents, notamment de la DBAF, où on a une assiette fiscale qui ne fait que dégringoler depuis 5 ans. Et donc le meilleur moyen d'arriver à retrouver des recettes, c'est aussi nécessairement de retrouver l'économie et non pas de lever de l'impôt bêtement, si j'ose dire, même si c'est un peu trivial de le dire comme ça, mais voilà. Là, on est sur un sujet essentiel, en fait, parce que c'est une question de stratégie, presque d'idéologie, j'allais dire, relancer l'activité économique, la consommation avant de taxer, ou l'inverse, c'est vraiment des choix qui sont très importants, Christophe Coulson. Oui, oui, bien sûr, complètement. Mais par contre, il y a quand même quelque chose qui me dérange depuis le début, moi, également. C'est qu'on parle toujours de lever de l'impôt, toujours aller chercher des nouvelles recettes, et encore des recettes. Ça va avec ce que je disais tout à l'heure, avec la connaissance des besoins réels. Il y a une autre piste que nous avons laissée sur le côté, c'est regardons ce qui peut être économisé. Allons regarder ce qui se fait en matière de niche fiscale et qui aujourd'hui n'est plus d'actualité. Du nettoyage, quoi. De niche sociale. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des aides sur les charges sociales des entreprises qui sont compensées par le gouvernement. C'est pas gratuit tout ça. Quand c'est compensé par le gouvernement, il faut que le gouvernement il trouve le moyen de les compenser, et il le trouve où? Dans nos poches, c'est de l'impôt. Donc toujours, je ne suis pas en phase avec le fait de toujours aller chercher de la nouvelle recette. Il faut aussi étudier les autres pistes qui sont à notre portée. Et on le sait tous, on en a identifié une certaine quantité. Donc mettons-nous au travail là-dessus aussi, en parallèle. Peut-être que ça nous permettra d'avoir une fiscalité, de prendre de nouvelles recettes qui seront moins difficiles à mettre en œuvre. Oui, et peut-être qu'au lieu d'aller chercher 90 milliards, il faudrait en chercher un peu moins. C'est ça. Vous partagez ce point de vue, Milo Pognon? Oui, quand on s'est inscrit dans la démarche avec les autres camarades au niveau organisation syndicale de salariés, on savait que la tâche, c'est un exercice qui n'est pas facile. Comment le faire quand les comptes de la Nouvelle-Calédonie sont dans le rouge. Et pour autant, il faut aussi, puisque on va aller chercher chez les consommateurs, dans les entreprises, et il faut, comme chacun le disait tout à l'heure, il faut redonner de la confiance, il faut relancer l'économie. Et au niveau des entreprises, il faut aussi redonner du pouvoir d'achat, parce que les salariés ils pourront supporter les dépenses, ce qu'on leur demande de payer au niveau fiscalité, s'ils ont une augmentation de leur pouvoir d'achat. Si aujourd'hui on ne redonne pas de pouvoir d'achat, ils ne pourront pas le supporter, ça va être difficile, et notamment pour les bas revenus. Donc l'exercice n'est pas facile, mais on s'est inscrit dedans les partenaires sociaux pour relever le défi qui est devant nous, d'aller chercher de l'argent pour la Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est un constat qu'on partage, mais les propositions que l'interpatronale, MEDEF, CPME, U2P font dans ce sens, elles vont plutôt dans une approche un peu nouvelle, qui est la réduction des charges qui pèsent sur le travail, au bénéfice des rémunérations des salariés. On pense qu'il faut absolument actionner ce levier-là, parce qu'aujourd'hui, les entreprises, déjà, ont un niveau de charge qui est extrêmement important, une compétitivité qui est en débâcle, et un rendement de l'impôt sur les sociétés, d'ailleurs, qui est en net recul. On détruit de l'emploi, et la priorité, aujourd'hui, c'est de le protéger et de le maintenir. Donc, augmenter les rémunérations, oui, mais peut-être justement en réduisant les charges sur le travail, qui sont extrêmement lourdes en Nouvelle-Calédonie, par rapport à des pays de développement comparables. La Nouvelle-Calédonie est un des pays qui taxe le plus le travail. Ça n'est plus acceptable dans le contexte que nous vivons actuellement, où on a besoin de redynamiser l'emploi. Et donc, c'est une des propositions qu'on a formulées, qui devrait faire l'objet d'une étude d'impact, elle aussi, pour voir
du coup, quel serait le levier actionnable et en quelle mesure on pourrait actionner ce levier pour relancer la consommation et finalement avoir un impact positif sur l'économie. En entendant cela, Jean-Raymond Postic, on a l'impression que ça change un petit peu la donne et ce qui avait été préparé finalement par le gouvernement. C'est une autre approche. Non, parce que en fait, il faut conserver à l'esprit que nous sommes, je polémique pas là, nous sommes héritiers d'une situation où, à court terme, nous devons rétablir les conditions d'élaboration des budgets, du budget de la Nouvelle-Calédonie et bien sûr les comptes sociaux. On est tout autant préoccupé par la question du pouvoir d'achat, par la question de l'emploi, de donner des perspectives aux entreprises. Néanmoins, on a aujourd'hui cette urgence, qui n'est pas nouvelle d'ailleurs. Ça n'a pas commencé avec l'arrivée, je dirais, du 17e gouvernement. Et donc, il faut d'abord rétablir la situation, redonner, retrouver, disons, les 8 milliards manquants pour que la Nouvelle-Calédonie puisse assumer son budget et les 14 milliards structurels du RUAM. Sans compter d'ailleurs les arriérés. Hein. Il y a 25 à 30 milliards de dettes au RUAM. Et puis je rajouterai, désolé, hein, mais aussi les inévitables traites qu'on va devoir honorer pour le remboursement des prêts de l'État. Ça, c'est un sujet sur lequel on n'est pas encore, mais qui va aussi arriver. Donc, après, toute l'approche qui a été évoquée, l'approche nouvelle, la modernisation peut-être de notre fiscalité, en tout cas la rendre plus efficiente socialement et économiquement, je crois pouvoir dire que le gouvernement est ouvert à ça. Mais, désolé, je pense que c'est le deuxième coup, ça, c'est le coup d'après. Pour l'instant, il faut sauver un peu parce que ce qui est en jeu, c'est ni plus ni moins que le bouclage du budget de l'année prochaine pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, on va parler pouvoir d'achat, puisque c'est une question quand même assez centrale. Et du coup, ça nous amène quand même à parler de la question de la TGC. On sait que les taux de TGC doivent être révisés. Alors, on a entendu parler qu'ils allaient passer de 5 à 2, à 3, à 4, à 0. Enfin, on ne sait plus trop où on en est, Christophe Coutson. Il va falloir aussi trouver le bon curseur sur ce sujet-là, parce que forcément, ça aura un impact, et notamment sur le pouvoir d'achat. Oui, complètement. Donc on a eu effectivement des séances de travail avec le gouvernement sur le sujet, plusieurs, au cours desquelles on a pu faire valoir nos points de vue. Et il y en a... Alors les derniers taux qui nous ont été annoncés, il me semble que c'est 3, 10, 18. Ils nous ont donné l'impact de ce nouveau plan de TGC. Mais par contre, nous... il y a dans les syndicats de salariés, et j'ai eu aussi l'occasion de le soulever, il y a quelque chose qui nous dérange fortement, c'est que par rapport à ce qui est en vigueur aujourd'hui, le taux zéro disparaît sur les produits de première nécessité. Et ça, c'est inacceptable pour nous. On l'a fait savoir, on l'a dit au gouvernement, on refusera. Et on se réserve le droit d'avoir des actions sur le sujet, parce que c'est quand même un combat qu'on mène depuis 2010-2011 sur la vie chère. Et c'est finalisé dans les accords de 2014. Et qui sont dans les accords de 2014, ce fameux taux zéro. Alors, effectivement, la liste des produits de première nécessité, elle doit être revue. C'est indiscutable. Mais en tout cas, l'abandon pur et simple du taux zéro, ça sera inacceptable et on ne restera pas sans rien faire, sans réagir face à ça. Milo Poignet-Ouin. Je partage complètement ce qui vient d'être dit. Ça a été notre préoccupation. Enlever l'exonération sur les produits de première nécessité, ça va impacter la consommation des petits consommateurs. J'ai pris comme exemple les femmes de ménage qui ont 3 ou 4 employeurs, qui perçoivent même pas 40 000 francs ou 60 000 francs de revenus. Comment elles vont faire pour demain payer leur nourriture en fin de mois, quoi. Donc ça va être difficile. Alors c'est ça on dit, on est contre le fait d'enlever l'exonération pour les produits de première nécessité, de revoir la liste, pourquoi pas, hein, mais ça va être impactant pour les bas revenus. Et de la même manière, aujourd'hui, quand on va je prends le taux sur les services, quand on va chez le garagiste, chez le coiffeur,
Chez le garagiste, on a un taux de service à 6%. Aujourd'hui, demain, dans la proposition, ça va être à 10%. Donc, il y a des gens qui vont réfléchir s'ils vont amener la voiture en réparation, quoi. Ou aller se faire couper les cheveux. Ou alors se faire couper les cheveux. Mais ça, c'est un peu incontournable par moment. Jean-Raymond Postic, vous entendez cette demande Absolument. De 0% sur les produits de première nécessité? Alors, en l'état, je tiens à préciser que rien n'est absolument figé. Oui. Figé. Effectivement, ce qu'a dit Christophe, c'est en l'état de nos travaux, c'est là où on est arrivé aujourd'hui. Lors de la dernière réunion du comité de suivi, Gilbert Thuénon s'est engagé, en tout cas, à faire travailler les directions de la Nouvelle-Calédonie, en l'occurrence la DSF et la douane. Notre objectif, c'est en finale que ce que l'on va faire bouger dans le domaine fiscal n'impacte pas par rapport à aujourd'hui, par un effet mécanique en tout cas, que les prix des produits de première nécessité de consommation courante ne changent pas. Ne changent pas. Alors, parce que on est partagé à la fois par la nécessité de mettre de l'ordre dans la TGC. Et donc c'est ce qui explique effectivement la suppression du taux zéro. Mais si on fait rentrer certains produits dans le taux réduit qui serait à 3%, l'objectif c'est de trouver dans d'autres composantes fiscales la possibilité de réduire justement de façon à ce qu'en finale on reste avec un impact zéro. Alors le travail est en cours, il est en cours au niveau de la douane, etc. Et effectivement on va se repencher sur la question du panier de la ménagère sur laquelle il y a à redire, mais vraiment, la préoccupation, c'est de faire que pour les revenus les plus modestes, les ménages à revenus les plus modestes, il y ait le moins possible d'impact, parce que c'est une question de soutenabilité, comme disait Milo, quoi. On est sur une réforme qui... on serait sur 3 taux pour la TGC au lieu de 5 aujourd'hui. Ça, c'est confirmé. Au lieu de 4, oui. Enfin, 5 si on comptait le taux zéro, oui, tout à fait. Oui. Il y avait d'autres possibilités au tout début, mais là, passer, de transformer et revenir, par exemple, à un taux, il s'avère que les impacts sont vraiment trop compliqués à gérer. Alors, on pourrait parler que de la TGC, mais il y a d'autres points importants dans cette réforme fiscale. Mais il y en a un qui est quand même lié à la TGC, c'est la taxe sur la consommation, les biens de consommation, et notamment les taxes comportementales, sur les boissons sucrées, par exemple, pour ne pas les citer. Ça va quand même un petit peu ensemble. Là, même si délai, il y a des curseurs importants à trouver, et ça pourrait aussi pénaliser une surtaxe des produits, une surtaxe comportementale pourrait pénaliser le tissu économique à certains endroits? Alors, sur les taxes comportementales, nous, on souhaite surtout être très vigilants à leur utilisation. C'est-à-dire qu'une taxe comportementale, ça ne doit pas être juste faire du rendement. Une taxe comportementale, ça doit avoir un véritable impact sur le travers identifié, que ce soit la santé publique quand on parle du sucre, le tabac, bien évidemment, etc. Aujourd'hui, le problème des taxes comportementales, c'est que pour l'essentiel, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça devient du rendement fiscal, et finalement, on ne voit assez peu d'effets sur l'impact de ce type de politique fiscale sur la santé publique. Donc nous, on dit juste attention, si c'est juste taxer le sucre et les produits sucrés de façon générale, de façon forte, mais sans véritable impact sur la santé des Calédoniens, et du coup des économies sur notre système de santé, on ne voit pas vraiment l'intérêt. Donc on comprend l'intérêt de ce type de fiscalité. Pour autant, on demande à ce que les fonds déjà soient fléchés très précisément vers une utilisation liée aux problèmes identifiés. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Baptiste Faure. Oui, je reviens sur la remarque initiale, qui était de dire qu'il faut avoir une vision globale de toutes ces taxations-là, et que si on ajoute la vigilance qu'on a de notre côté, la consommation, c'est quand même un des cœurs du réacteur économique de la Nouvelle-Calédonie, et que si on ajoute l'augmentation de la TGC, les taxes sur le sucre, avec potentiellement aussi un sujet que je pense qu'on abordera, qui est le potentiel augmentation de la CCS, le pouvoir des Calédoniens va se retrouver dans un effet ciseau conséquent, avec nécessairement une baisse de la consommation qui aura des impacts sur les entreprises et sur l'économie. Donc il y a une vraie vigilance à avoir. Et puis, comme ça a été dit, effectivement, sur la taxe comportementale sur le sucre, ce n'est pas une mesure à rendement, c'est une mesure à effet sur les comportements et qui, à terme, in fine, doit
disparaître ou doit voir ses rendements diminuer si elle porte ses effets. Donc il ne faut pas la considérer comme une taxe sur le rendement, sinon on perd l'objectif premier de ce type de taxe. Alors cette taxe comportementale, notamment sur les boissons sucrées et autres, Mim Sidele disait à un instant, on n'y est pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fléchage encore pour savoir comment ça va être répercuté. Vous y travaillez, Jean-Raymond Postlik ? Oui, alors je crois pouvoir me faire le porte-parole du membre du gouvernement chargé des questions de santé et des comptes sociaux, Yannick Slamette, qui a une volonté très affirmée d'orienter, je dirais, le fruit de ces taxes-là vers une vraie politique de prévention. Mais pour montrer quand même que ça a des effets, il y a déjà eu une progression de la taxe tabac, qui s'est traduite bien sûr par une augmentation des prix du tabac, et on a déjà vu les effets, c'est-à-dire qu'il y a une réduction de la consommation. Je dois dire que la taxe sucre, dans la stratégie aujourd'hui sur laquelle nous sommes, ça ne sera pas une taxe qui va se rajouter à la TGC. Dans le sens où, en tout cas le montant, dans le sens où on va d'abord faire rentrer tous les produits alimentaires dans le taux réduit à 3%, parce qu'il y en avait qui étaient dans le taux supérieur à 22%. Donc néanmoins, il ne s'agit pas d'encourager, notamment à 22%, vous aviez les produits sucrés, il ne s'agit pas d'encourager la consommation de produits sucrés, mais bien justement de bénéficier de la baisse du taux de TGC pour rajouter justement la taxe comportementalmente sur le sucre. Donc voilà, c'est pour dire qu'on ne cherche pas systématiquement un rendement. Et en tout cas, il s'agit de vous cherchez quand même un peu de rendement quand même. Il faut oui, trouver mais donc, voilà, bien sûr, mais pour bien l'orienter, mais en tout cas, c'est pas par plaisir effectivement qu'on rajoute des taxes, c'est pour une finalité particulière à chaque fois, quoi. C'est une question importante, Samuel Poignéois. On est vigilant parce que aujourd'hui, pour les boissons sucrées ou d'autres qui étaient à 22% et que demain ça passe à 18 ou même 3%, il ne faut pas que certains en profitent de l'effet d'aubaine, quoi. C'est ça la crainte. C'est ça la crainte qu'on a. Est-ce que ce soit bien fléché pour que ça aille là où c'est prévu, dans une taxe comportementale. Mim Sidele ? Oui, et par ailleurs, je voudrais rajouter un point qui a été un peu absent des débats jusqu'à présent, c'est que le rendement fiscal, c'est une chose, mais la Nouvelle-Calédonie a la nécessité de réfléchir également son système et ses dépenses. On parle du RUAM, des 14 milliards et notamment du déficit structurel. La CCS a fait l'objet, l'augmentation de la CCS a fait l'objet d'un consensus entre partenaires sociaux parce qu'il y a une urgence pour financer notre régime, mais on a bien dit très clairement que ça devait être très temporaire parce qu'il faut réformer notre système de protection sociale et notamment de santé pour qu'il sorte du déficit structurel, parce que sinon on va augmenter la CCS tous les ans de 2 points, 4 points, etc. Et à un moment, on s'arrête plus. Et nous, on a mis un véritable point de vigilance et des clauses de revoyure pour justement mesurer les politiques qui vont être mises en place pour réformer structurellement notre système de protection de santé, parce qu'on ne va pas pouvoir assumer ces dépenses et les consommateurs calédoniens ne pourront pas les payer. Et à un moment, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose en matière de réforme de notre système de santé et on espère que rapidement, les choses vont avancer. Christophe Goulson, sur cette question de la CCS, contribution calédonienne de solidarité, on le rappelle. Alors, je rappelais quand même quelque chose qui est très important. Les partenaires sociaux, au travers du Conseil du dialogue social, ont proposé certaines pistes au gouvernement l'année dernière et même l'année d'avant. Et dans les pistes proposées, il y avait l'augmentation de la CCS et à hauteur le doublement carrément de la CCS, à hauteur de 2% pour les revenus du travail et 4% pour les revenus du capital. On a été très surpris de voir nos élus, pour une fois qu'on leur donnait une clé, n'en prendre qu'un tiers. Parce qu'au lieu d'aller jusqu'à 2, ils sont allés jusqu'à 1,3. Et ça nous a surpris, alors qu'on leur avait donné notre feu vert, quoi. Donc on n'a pas compris. Mais bien évidemment qu'il faut, à un moment donné, que cette CCS elle fasse l'objet de modifications. Mais ce qui est important pour nous, c'est que ça soit fléché vers le RUAM, plus précisément, vers le RUAM.
et qu'on n'assiste pas à ce qui s'est passé en 2010, lorsqu'il y avait eu la création de la TSS, qu'on n'assiste pas quelques temps après à la reprise de ces fonds qui étaient alloués. Avec toutes ces modifications, je voudrais quand même aussi insister sur un point qui est important pour nous. Avec toutes ces modifications, avec tout ce qui va nous arriver, on insiste à chaque fois sur le contrôle. Parce qu'aujourd'hui, on estime que la Nouvelle-Calédonie, elle devrait se doter de moyens supplémentaires en contrôle pour aller contrôler si la TGC est bien appliquée, s'il n'y a pas des petits profiteurs, si tout est payé comme ça doit être payé. Et ça revient à ce que je disais dans mon intervention en tout début d'émission. Il faut aller voir les niches fiscales, il faut aller voir les niches sociales, faire du contrôle là-dessus. Parce que je pense qu'on peut trouver certaines solutions en passant par là. Comment vous entendez tout cela, Jean-Raymond Postic ? Oui, alors sur le pourquoi effectivement le Congrès s'est maintenu, je dirais, une progression réduite de la CCS, je crois pouvoir dire que au moment où le texte a été présenté, tout le monde était un peu dans la prudence parce qu'on savait qu'il fallait s'engager dans une réforme fiscale d'ampleur et donc faire monter d'un coup la CCS comme ça, quelque part, je pense que tout le monde a manqué de visibilité. Néanmoins, bon, voilà, le travail, on le poursuit ensemble. Hein, il s'agit d'atteindre l'objectif, hein, en tout cas, sur lequel les partenaires sociaux se sont mis d'accord. La question du fléchage, hein, justement du surcroît de rendement lié à la CCS, vous en êtes exprimé effectivement lors de la dernière réunion du comité de suivi. C'est pris en compte, hein, la demande a été faite, les services juridiques de la Nouvelle-Calédonie travaillent dessus pour garantir effectivement que ça aille bien au rééquilibrage du RUAM pour le sortir durablement des difficultés. Sur la question des niches fiscales qui était évoquée, je voulais revenir. C'est un sujet ancien. Je sais que pour avoir relu il n'y a pas longtemps l'agenda économique et social partagé de 2014, effectivement, c'était bien identifié. Ça a été pris en compte, hein, par le gouvernement. Et en fait, c'est pas un sujet à part. C'est-à-dire qu'en fin de compte, des niches fiscales, il y en a dans tous les impôts quasiment. Et donc, dans le projet de revoir l'impôt sur le revenu, bien entendu, il y a un certain nombre de niches fiscales qui vont être à ce moment-là traitées. Sur les niches sociales, vous avez souhaité effectivement il y a peu qu'on vienne dessus. On aura une séance de travail, sans doute pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, pour regarder tout ça. En tout cas, je sais que Yannick Salamette a dit OK pour qu'on travaille là-dessus, quoi. Baptiste Faure. On avait pris l'image à la CPME à un moment concernant le RUAM et les mesures de recettes qui sont faites un peu d'année en année, de remplir un seau percé. Je pense qu'effectivement, on a un plan aujourd'hui de réforme structurelle et profonde de notre système de protection sociale et plus particulièrement d'assurance maladie qu'il est indispensable de mettre en œuvre, aussi bien dans son modèle de financement que dans sa gouvernance, dans son contrôle. Ça, c'est indispensable. Et effectivement aussi une réflexion qu'on souhaitera apporter aux partenaires sociaux et au gouvernement sur justement aussi le mode de financement de notre modèle de santé. La CCS, pour revenir sur l'aspect plus fiscal, est un des outils qui pourrait permettre effectivement de fiscaliser une partie des recettes allouées au RUAM pour derrière dégager et réduire les cotisations qui pèsent aussi bien sur l'entreprise que sur le salarié et ainsi donner du souffle au pouvoir d'achat du salarié et à la compétitivité de l'entreprise et donner un coup de pouce justement à cette relance économique qu'on appelle de nos voeux et qui est la meilleure des solutions pour retrouver du rendement budgétaire. Milo Poignet-Voix sur cette question de la CCS. Sur la CCS, on est favorable, hein, je veux dire, à la proposition qui a été faite par le Conseil de dialogue social. Ce que je dis sur la réforme de notre système de protection sociale, il faut maintenant qu'on se mette d'accord sur le mode de financement, qu'on ne voit pas la fiscalité et que quelques années après, elle soit affectée à autre chose, parce que c'est ça le problème. Avant, il y avait une TSS qui était affectée au RUAM,
elle a été servie à autre chose, quoi. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Je voulais revenir tout à l'heure par rapport à ce que disait Mimsi, donc d'aider dans la relance, d'aider les entreprises, surtout d'exonérer les entreprises, j'entends. Pour accompagner cette réforme, il y a besoin d'avoir un bilan sur la fiscalité au niveau de tous les secteurs. Je prends l'exemple sur le secteur de la métallurgie, de la mine. On a besoin de clarté là-dessus. Parce que demain, si on va mettre une taxe à l'exportation ou à l'extraction, ou les deux, voilà, on a besoin de clarté là-dessus. Donc on a besoin de faire un bilan au niveau fiscal sur tous les secteurs. Alors, on pourrait débattre encore des heures, il y a tellement de choses à dire, mais il va falloir qu'on conclue cette émission. Peut-être sur une vision un peu plus globale de cette loi de programmation fiscale avec les uns et les autres. On a l'impression, et c'est pas une critique, mais que l'ambition était telle que le chantier ouvert est énorme. C'est-à-dire que vous avez ouvert le chantier quasiment sur tous les fronts, Jean-Raymond Postic. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu être plus pragmatique, prendre les dossiers les uns après les autres, plutôt que d'ouvrir une boîte comme ça où on s'aperçoit qu'il y a tellement d'interactions entre l'une et l'autre des décisions que ça devient très compliqué à gérer? On l'aurait fait comme ça, c'est-à-dire... vous auriez dit qu'il fallait faire l'inverse. On nous aurait certainement dit qu'on aurait fait l'inverse. En tout cas, simplement dire que la volonté de Gilbert Thuénan, c'était de très vite ouvrir ce chantier-là. Le gouvernement, il a été en place en juillet de l'année dernière, et donc en décembre, on produisait, je dirais, ce texte-là qui plaçait bien des orientations, encore une fois, quoi, et qui avait l'objectif était bien d'ouvrir le débat. Mais c'est un cadre général. Et le travail, justement, véritable, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train, justement, de nous pencher sur chacune des mesures. Gilbert ne cesse de dire il est tout à fait possible, voire pour certaines probable, que certaines pistes qui sont identifiées dans la programmation, on n'ira pas, ou en tout cas on n'ira pas à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer. Voilà, le travail il est fait, et puis il reste à faire. Votre réaction aux uns et aux autres sur cette globalité de la réforme et son ampleur, Baptiste Faure? Oui, déjà, on se satisfait que ce cadre de discussion avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ait pu s'ouvrir. Je pense que la Nouvelle-Calédonie a la chance d'avoir des partenaires sociaux qui sont responsables, qui sont conscients de la difficulté budgétaire dans laquelle est la Nouvelle-Calédonie, et qui sont aussi en mesure d'être force de proposition et de faire des propositions au gouvernement pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et d'atteindre les objectifs que l'on défend, de développement économique, de respect de préservation du pouvoir d'achat des Calédoniens. Voilà. Donc, mais la question est, est-ce qu'il fallait ouvrir tous les chantiers en même temps, même s'ils sont les uns et les autres? On peut pas. Les enjeux sont tels qu'on doit nécessairement les voir dans la globalité. Puisque de toute façon, on aurait pris un sujet, on aurait vu que ça aurait impacté un autre, etc. La problématique que rencontre la Nouvelle-Calédonie, elle est globale. Elle est sur son modèle économique, social, voire même institutionnel, si je peux me permettre d'aller jusque-là. Et donc on n'aurait pas pu prendre les mesures individuellement par un petit bout de lorgnette, mais il faut bien prendre la problématique globale, et c'est sans doute une réflexion et une réforme et des propositions sur le point de vue global qui doivent être formulées. Milo Pognier, oui, sur le sujet, tous les sujets qui sont dans la réforme, ils sont totalement liés les uns et les autres. Pour autant, c'est pas simplement on a deux emprunts de la Nouvelle-Calédonie à rembourser, mais il faut que ça s'inscrive aussi dans le modèle social et économique de demain. Il ne faut pas qu'on perde de vue aussi. Donc c'est un peu ça la difficulté et le cap qu'on doit avoir au niveau des discussions qu'on a au niveau des partenaires sociaux, et puis Gilbert Thuénan et son cabinet. Christophe Coulson? Oui, effectivement, le chantier a le mérite d'être ouvert. On a été entendu par le gouvernement sur notre volonté d'y participer, et puis je suis satisfait, même si on l'avait déjà entendu, d'entendre que de la part de Jean-Raymond que l'avis des partenaires sociaux, au moins certains, sont pris en compte. Même s'ils ne sont pris qu'à un tiers, mais bon. Mais c'est déjà ça. Mais on ne va pas baisser les bras, on va continuer. Mais par contre, là où je me permettrai d'insister, c'est bien de prendre une réforme globale, c'est bien de toucher à tout. Mais moi, il y a un point qui me perturbe
énormément, c'est notre état du RUAM. Et ce que je crains, c'est que si on attend de prendre une réforme globale, on passe à côté de la réforme du RUAM et que d'ici la fin de l'année, parce que Jean-Raymond parle du budget de la Nouvelle-Calédonie, mais moi je parle en tant qu'administrateur de la CAFAT du budget de la CAFAT, je crains qu'à la fin de l'année, si on n'ait pas trouvé une solution pérenne pour notre système de santé, eh bien il faille diminuer la qualité de nos soins et il faut même d'une façon tellement drastique que forcément la population va être impactée et là on ne mesure pas l'impact social que ça peut avoir. Mime Sidélé. Oui, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. On est en train d'éteindre des incendies, c'est-à-dire qu'une partie de notre travail, c'est de gérer l'urgence et le court terme. Sur le moyen et le long terme, aujourd'hui, on est sur un constat qui est que la réforme fiscale dont a besoin la Nouvelle-Calédonie, ça ne peut pas être qu'une réforme de rendement. Et donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait des plans associés de relance économique, mais on l'a déjà dit. Nous, ce qu'on retient des discussions, c'est qu'il y a une véritable volonté de simplification et de lisibilité de notre système fiscal qui est en jeu. On se heurte systématiquement à une complexité incroyable de notre système qui favorise les abus, ça c'est très clair, et on l'a vu au fil des réunions avec la direction des services fiscaux qui produit un travail de très grande qualité sur beaucoup de sujets à ce niveau-là, mais aussi d'équité. Il y a beaucoup d'inéquité dans notre système fiscal et il est nécessaire demain d'avoir un système qui soit mieux compris par tous les acteurs économiques de ce territoire, par les consommateurs et les Calédoniens. Et oui, la tâche est immense, mais je pense que la méthode aujourd'hui, elle est là et qu'on commence à faire un travail qui me semble porteur d'espoir. Vaste chantier. Un mot de conclusion, Raymond Postic, peut-être sur la question du timing aussi, parce que tout ça doit se mettre en musique rapidement. Le gouvernement a hier pris un arrêté et sollicite l'ouverture d'une session extraordinaire du Congrès avec un projet de délibération portant programmation des réformes fiscales engagées au cours des années 2021 à 2023. Ça a déjà été fait, ça ? Oui, mais ça c'est la demande express pour que le Congrès inscrive en fait ce texte. Donc c'est simplement une procédure administrative. D'accord, c'est pour qu'il puisse être débattu au Congrès. Voilà, pour que ce soit inscrit. Non, je voudrais simplement partager ce qui a été dit, l'esprit de responsabilité qui prévaut dans les échanges que l'on a dans le comité de suivi. Je l'avoue, d'un point de vue citoyen que je suis, c'est une satisfaction parce que je vois que malgré les différences, les contraintes diverses, on parvient à se mettre d'accord pour travailler ensemble. Donc c'est une satisfaction. Bon, je crois que on partage bien cette volonté de rétablir le pays et puis de le lancer sur une nouvelle trajectoire parce que rien n'est perdu. Simplement, collectivement, on paye le fait de ne pas, en son temps, pris les bonnes décisions. Enfin, voilà. Donc vous ne voulez pas polémiquer là-dessus, bien sûr. Pas du tout. On va toujours trouver des responsabilités à distribuer à tout le monde, de toute façon. Voilà, et on rappellera que le dernier mot appartiendra en plus aux élus du Congrès sur toutes ces questions, puisque c'est eux qui auront à voter les textes. Absolument. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, on fait un travail préalable, d'instruction, de débroussaillage, on va dire, mais c'est évident. Ensuite, c'est le débat au Congrès, c'est la représentation du peuple qui décidera. Merci à tous d'avoir accepté de venir sur ce plateau pour nous parler de l'avancée et des enjeux de cette loi de programmation fiscale. Et si vous souhaitez évidemment réécouter l'émission, sachez qu'elle sera très rapidement sur notre site internet rrb.nc. Merci à tous les 5 et à bientôt. C'était les jeudis de l'économie avec la BCI, Banque Privée. Pour un accompagnement privilégié et adapté à vos attentes, nos experts sont à votre écoute pour vous proposer une large gamme de solutions patrimoniales personnalisées. BCI Banque Privée, un patrimoine durable, le vôtre.